Voilà, ben bonjour à toutes et à tous. Je vous rejoins en cours de route parce que je suis un peu souffrant. Euh, mais pour une fois, je ne vais pas regretter que tout ça se fasse par Zoom parce que je n'aurais pas été capable de me traîner jusqu'au musée des moulages. Donc, c'est pour une fois. Et puis, l'autre avantage, c'est que j'ai vu parmi les participants qu'il y a des gens aussi qui viennent de loin, qui ne seraient peut-être pas venus sinon. Donc, parfois, euh, la technologie nous donne des possibilités qu'on n'aurait pas eues sinon. Alors, mon propos est peut-être de présenter un petit peu ce chapitre et puis d'ouvrir aussi la discussion avec Yanina et Frédéric. Donc, mon chapitre aborde la question de ce qu'on appelle la santé mondiale, Global Health en anglais, qui est une question qui a d'ailleurs enfin, dont il faudrait radicalement, une question qu'il faudrait poser à nouveau de manière peut-être radicalement différente depuis la pandémie. C'est peut-être une piste de discussion, mais je ne vais pas essayer de me mettre à jour cette fois. La santé mondiale, ça désigne à la fois un peu tout et son contraire, et tout le monde, chacun qui écrit sur cette question relève que c'est difficile à définir, et puis c'est un terme un peu omniprésent, mais en tout cas, c'est un terme qui a fait son apparition à un moment précis de l'histoire de la santé publique internationale et des interventions sur la santé des autres, pour la définir comme l'historien Randall Packard. Ces interventions sur la santé des autres, construites comme autres, par nous, construits comme nous, et en particulier le monde euro-américain. Cette histoire de la santé internationale, elle voit le terme de santé mondiale émerger très nettement au début des années 2000. Donc c'est un terme relativement récent et qui marque, c'est en tout cas une hypothèse assez classique, qui marque un changement, une reconfiguration, à la fois dans les manières d'intervenir, dans les enjeux de santé et dans les cadrages, disons, biopolitiques de ces interventions. Cette santé mondiale, ici, un extrait justement d'un document qui précède ce moment de la santé mondiale, hein, de l'OMS, où l'OMS s'essayait à l'imaginaire de la Terre vue d'en haut et de la santé, de la santé mondiale vue d'en haut, bien avant que le terme de santé mondiale ne s'impose. Mais la santé mondiale, elle peut se définir, elle peut se caractériser de différentes manières, mais on peut noter l'importance de ce qu'on appelle en anglais les metrics, les métriques, les manières de mesurer et de rendre commensurables les corps et les interventions à l'échelle de la planète. Et le livre, d'ailleurs, avec l'article très important de Richard Keller aborde cette question, hein, de la mesure et évidemment de ses effets politiques et puis de tous ces impensés que Richard Keller, en historien et en anthropologue, illustre. Et puis la santé mondiale, moi, c'est un des aspects qui a le plus retenu mon attention depuis le début des années 2000. C'est à la fois une formidable machine thérapeutique, en particulier dans le cas du traitement du VIH-Sida, hein, qui a traité des millions de personnes qui, jusqu'au début des années 2000, étaient considérées comme ne pouvant pas avoir accès au traitement. Et puis, la santé mondiale, en plus d'être une machine thérapeutique, c'est un spectacle où se met en scène la bienveillance des donneurs et la bienveillance des acteurs de l'aide internationale. Alors, pour cette réflexion d'ailleurs que je vous propose, pour moi, elle s'articule souvent à des questions d'enseignement, parce que quand on annonce un cours sur la santé mondiale, il faut essayer de la définir, et mes diapos viennent de ces diapos d'enseignement. Et la deuxième chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'étude de la santé mondiale, elle s'est constituée entre l'anthropologie de la santé, l'histoire de la médecine, et puis les approches, disons, par ère culturelle. Elle s'est constituée comme l'étude critique de la santé mondiale, ce que les Anglais appellent la critical global health. Elle se constitue comme ça, un peu comme un sous-champ à la fois
académique et puis ouvert vers l'interdisciplinarité, qui est un champ qui échange avec les humanités médicales et qui participe en particulier depuis 10 ans, disons, d'un même dynamisme et aussi d'un même entrepreneuriat académique. Hein, et c'est ce qui fait ses qualités et ses défauts, comme pour les humanités médicales. Et donc, cette santé mondiale, elle peut, cette reconfiguration, ce changement, et tout simplement ce changement d'échelle des interventions pour la santé, en particulier dans les pays du Sud, elle se mesure assez facilement d'un point de vue financier. C'est tout simplement un boom dans les financements alloués à l'aide au développement dans le secteur de la santé, qui est un boom qui est largement tiré par le VIH-Sida à partir du début des années 2000 et la mise en place de grands programmes de traitement, à la fois dans le cadre bilatéral américain et puis dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida. Ce boom de la santé mondiale, il a concerné en grande partie l'Afrique, pour ce qui est des zones réceptrices, disons, de l'aide au développement. Du point de vue des donneurs, ce qu'on identifie souvent à la santé mondiale, c'est l'émergence au premier plan, en plus de l'aide au financement bilatéral et de ces partenariats publics-privés comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, l'apparition au premier plan de grandes fondations philanthropiques, et en particulier ici ce que vous voyez sous l'acronyme BMGF, qui est la Bill and Melinda Gates Foundation, dont la présence financière et puis technique aussi, hein, et d'ailleurs tous ces graphiques que je vous montre sont tirés du site web de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, qui jusqu'en 2019 était un institut relativement, très important, entièrement financé par la Fondation Gates, qui fait justement ce travail de métrique et qui les rend accessibles, qui rend notamment accessibles les mesures du Global Burden of Disease, qui mesure le poids des différentes affections dans la mortalité mondiale. Tout ça étant accessible. Et puis, je disais, l'IHME, comme on dit en anglais, c'est devenu un institut célèbre parce qu'il est impliqué depuis le début aux États-Unis dans la modélisation de l'épidémie de Covid-19 avec beaucoup de controverses. C'est cet institut qui a fait les modèles les plus catastrophistes au début de l'épidémie aux États-Unis. Donc voilà, on en a parlé, mais tout ça pour dire c'est aussi un très bel outil pédagogique et de recherche, hein, puisque c'est des données qui sont accessibles. Et puis, c'est un objet qui mériterait d'être des investigations pour elle-même, puisque c'est justement là que s'agrègent ces données de la santé mondiale et que se construit cette vision, cette vue d'en haut de la planète, de la santé de la planète. Et donc, oui, voilà, un autre, en ce qui concerne cette fois les vecteurs de l'aide, et on s'aperçoit encore de cette importance, cette fois, des ONG, et puis de ces nouvelles organisations, hein, le Global Fund, le Gavi dans le domaine vaccinal, hein, des organisations qui n'existaient pas à la fin des années 90 et qui aujourd'hui sont impliquées dans plus de la moitié des flux financiers concernant la santé dans le monde. Alors, la santé mondiale, ce qui est le défi quand on enseigne ou quand on étudie ces interventions de santé mondiale, quelle que soit l'échelle à laquelle on les étudie, un petit programme de recherche, un essai vaccinal, ou bien quand on fait le portrait d'une grande organisation, la difficulté, c'est que c'est difficile souvent alors déjà d'étudier ces interventions, mais de trouver une prise critique sur ces interventions. Et c'est ça la question de départ de mon chapitre, c'est comment essayer de construire un discours critique sur la santé mondiale et tout simplement comment s'y sont pris ceux qui ont essayé. La difficulté vient en grande partie du talent, du charisme, et puis évidemment du bien fondé, de la mission de ces entrepreneurs ou de ces intervenants en santé mondiale. Et l'exemple de Bill Gates est évidemment intéressant et ne peut pas être traité de manière triviale. Bill Gates, acteur majeur de la santé mondiale, et aussi le premier et la Fondation Gates est très intéressante là-dessus, le premier à produire un discours critique sur la santé mondiale, un discours évidemment chiffré, évaluateur, mais aussi un discours critique, humoristique même, sur leurs propres interventions, et l'exemple là, de cette conférence TED le montre bien, et Bill Gates est le premier à rire de lui-même, ce qui rend difficile la critique. Alors, comment
la santé mondiale. Alors, plusieurs pistes s'offrent à nous. La première, et donc je fais un petit tour d'horizon des auteurs importants à mes yeux. La première, c'est une approche qui est très bien illustrée par le livre de Lindsay McGough, qui est une sociologue, je crois qu'elle se définit comme sociologue de la santé, qui a fait un livre sur la Fondation Gates, qui est un livre extrêmement sévère sur la Fondation Gates, mais qui mérite vraiment d'être lu, hein, et le titre en lui-même est assez révélateur, hein. Il n'y a pas de cadeau gratuit, et donc elle réfléchit à tout ce que fait la santé mondiale et ce qu'elle appelle les méga donneurs, ce qu'ils font en donnant, et évidemment les dettes explicites ou non explicites que tout cela produit. Et elle s'intéresse en particulier à la production de tout le discours de communication publique, le discours médiatique, et puis les réponses aux critiques de la Fondation Gates. Et elle décrit ce qu'elle appelle un phénomène de sanctification des méga riches, qui donnent tellement qu'ils deviennent complètement inatteignables à la critique, et la critique devient même sacrilège, puisque comment voulez-vous critiquer quelqu'un qui fait tant de bien? Et dans son cas, elle s'y est essayée, elle s'est frottée à cette critique, et elle en partage les difficultés parfois assez lourdes de se frotter à de tels acteurs. Et donc, je disais dans le chapitre que cette approche elle est extrêmement intéressante. Elle suppose une approche qui est celle presque du journalisme d'investigation, qui n'est pas une approche qui est très représentée dans les humanités médicales, qui est parfois plus une approche peut-être historienne, dans ce cas-là, journalistique au plus beau sens du terme. Et dans le cas de Lindsay McGough, qui reste très subtile dans la manière dont elle critique ces acteurs. La deuxième production critique sur la santé mondiale, extrêmement riche elle aussi, et puis plus répandue que celle de Lindsay McGough, et c'est une approche qu'on pourrait dire une approche d'humanité médicale, hein, qui consiste à l'expression de Joao Bill et Adriana Petrina, c'est repeupler la santé mondiale, c'est-à-dire mettre de l'ethnographie dans la santé mondiale et arriver à problématiser, c'est ce qu'ils font très bien dans ce livre, problématiser ce théorème fondateur de la santé mondiale qui est la triade entre la solution technique, le vaccin miracle, pour parler d'actualité, la compliance individuelle, le mot français m'échappe, et les obstacles culturels, ça évoque ce que racontait mon prédécesseur. Donc, cette triade, les solutions technologiques vont résoudre un par un les problèmes de santé mondiale, si tant est que les individus s'y soumettent grâce à l'éducation et à la connaissance, si tant est que la culture ne vienne pas faire écran à la relation entre la technologie et les individus. Et donc, ce théorème fondamental de la santé mondiale, il peut être problématisé et puis souvent mis en pièces par des études d'ethnographie. Une autre voie critique, c'est celle de l'histoire. Une histoire qui, là, fait le lien avec toute une production très riche en histoire de la médecine coloniale, en histoire de la décolonisation et de comment cet ordre sanitaire mondial émerge en plusieurs étapes, un peu sur les ruines des empires, comment aussi ces grandes fondations philanthropiques ont une histoire qui est liée à celle du capitalisme américain, mais qui est aussi liée à d'autres histoires de philanthropie, d'humanitaire, du christianisme aussi, etc. Donc, il y a tout un inconscient de la santé mondiale qui peut être comme ça mis à jour par des historiens, et c'est l'expression en particulier de Warwick Anderson. Une autre jolie histoire de la santé mondiale est celle de Randall Packard, à qui j'ai emprunté sa définition de la santé mondiale comme intervention sur la vie des autres. Randall Packard est très attaché à montrer comment cette vision de la santé mondiale, justement, technologie, individu, culture, c'est une vision qui est très étroite. Et ce qui est intéressant, c'est que
elle a été autre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu des alternatives, des moments où le champ de ce qui était possible de faire pour améliorer la santé à l'échelle mondiale, il y a des moments où le champ était beaucoup plus large. Et le champ remettait en particulier du côté des ambitions politiques, des interventions en santé. Et Randall Packard retrace comme ça comment coexiste avec cette histoire très biomédicale de la santé mondiale, une histoire de la santé mondiale beaucoup plus proche de la santé publique et de l'intervention sur les déterminants sociaux de la santé. Et donc, il y a une histoire d'alternatives et de possibilités explorées brièvement mais refermées qu'il faut retracer. Et ça aussi, c'est une manière de problématiser la santé mondiale. Et puis, je proposais dans l'article une autre piste, moins explorée, mais riche elle aussi, qui était de s'intéresser à cette notion de médecine fondée sur l'évidence, en prenant au pied de la lettre l'anglicisme que font souvent les médecins, qui utilisent le mot évidence en français, alors que le mot évidence en français ne veut pas dire preuve, comme en anglais, mais il veut dire ce qui va de soi. Et ça m'intéressait d'essayer de trouver des outils pour questionner à quel point la santé mondiale, et on pourrait parler d'autres champs d'intervention de la médecine, s'appuie sur ces choses qui vont de soi, qui sont des truismes, qui sont des attitudes, qui sont des tautologies, et typiquement celles qu'on ne peut pas dire du mal de Bill Gates parce qu'il fait le bien. Et donc, je le dis de manière très simple, mais j'essaie de montrer dans l'article à partir à la fois d'exemples de discours et puis de programmes un peu plus amples, qu'il y a peut-être un chantier là à ouvrir qui s'inspirerait plus fortement des approches des humanités médicales, c'est-à-dire de la littérature, de l'esthétique, qui serait de relire la production de la santé mondiale et de faire cette espèce de collage critique que Flaubert faisait avec la médecine et la science du 19e siècle dans Bouvard et Pécuchet, et qui mettent comme ça, enfin qui à la limite exhibe ces idées reçues qui définissent la santé mondiale et qui souvent empêchent de penser. Donc voilà, c'est une des propositions que je fais dans l'article. Pour terminer, il y a une autre voie que je n'explore pas dans l'article, mais qui en fait est très bien représentée dans le livre. C'est l'interface entre la critique de la santé mondiale et les humanités environnementales. Et à partir de là, l'interface qui est construite dans le livre d'une manière très novatrice et sur lequel peut-être l'après-midi n'insiste pas assez, c'est tout ce volet environnemental qui est exploré par le livre. Et donc, la santé mondiale peut aussi être critiquée de ce point de vue-là, en essayant de proposer, de réfléchir comment, pour paraphraser Bruno Latour, comment faire atterrir la santé mondiale, c'est-à-dire comment repenser la santé dans le cadre de ces interventions et de ces politiques, par ses attachements avec des environnements, avec des écosystèmes, avec d'autres êtres vivants qui comme ça, permettent de repenser la santé. Et là, je tends un peu la perche à Yannick Nacker, qui a récemment écrit un essai bibliographique où elle parle de ce tournant de plus en plus visible de l'anthropologie, de l'histoire, vers des compréhensions plus qu'humaines de la santé. Et c'est en particulier le cas de propositions, cette fois très politiques et très académiques, pour essayer de dépasser et de mettre aux oubliettes peut-être ce terme de santé mondiale en lui préférant une approche qui serait celle je passe là-dessus, qui serait celle de la santé planétaire, hein, pour reprendre les propositions du Lancet, une approche qui cette fois mettrait de manière vraiment inséparable les questions environnementales au cœur des questions de santé.
Et je crois que c'est aussi un défi pour les humanités médicales de faire cette connexion qui est proposée par ces approches de santé planétaire. Et je crois que là-dessus, le livre, encore une fois, a un temps d'avance puisqu'il explore cette interface entre les humanités médicales et environnementales. Voilà, j'en ai terminé.